Vous savez, il y en a qui changeront jamais. Quand je regarde le débat public aujourd'hui, parfois, je me demande franchement, est-ce qu'on va s'en sortir un jour, quoi? Il suffit d'une petite actualité pour que certains tentent de se donner le bon rôle et de nous sortir l'éternelle leçon de morale. Franchement, certains vont jusqu'à sortir complètement les choses de leur contexte pour prendre uniquement le petit morceau qui les intéresse et nous dire du genre, voilà, je vous l'avais dit, j'avais raison. Oui, 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 ironiquement, présenté comme ça, bah ouais, t'avais effectivement raison. Mais quand on regarde les choses comme elles doivent être regardées, on se rend compte que, bah non, non, tu n'as jamais eu raison. Du début jusqu'à la fin, tu n'as jamais eu raison sur ces dossiers, sur ces questions. Tu t'es toujours trompé. Désolé d'employer ces termes, mais tu as toujours raconté des conneries. C'est ça la vérité. Et le cas le plus illustratif de tout cela, c'est cette histoire de dégel entre le Mali et l'Algérie. Franchement. Certains essayent aujourd'hui de nous faire croire que depuis le début, c'est exactement ce qu'ils demandaient. Ils pensent vraiment que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, ce serait produit si nous avions fait ce qu'ils nous demandaient de faire. Et c'est quoi? C'est-à-dire aller tout simplement parler avec les uns et les autres de je ne sais quelle manière. Mais bien sûr qu'on parlait avec les uns et les autres. Le Mali et l'Algérie, ils étaient même dans des mécanismes sécuritaires conjoints. On était censés être des amis. Et pourtant, du jour au lendemain, on nous a dégommé un drone sans prévenir. C'est ça la réalité. Et eux, ces gens qui ont raison dans tout cela, bah, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient qu'on se taise, ils voulaient qu'on avale la pilule et qu'on ne dise rien de plus. Pendant des dizaines d'années, tout le monde savait à quel point la relation entre le Mali et l'Algérie était une relation hypocrite. Tout le monde savait où certains terroristes allaient se replier, à chaque fois. Tout le monde savait ce qui se passait et personne ne le disait. En tout cas, pas du côté malien, pas du côté des officiels du Mali, officiellement. C'est ça qui a commencé à se faire. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pointer du doigt là où c'est, il faut le dire clairement et sans tourner autour du pot. Et ça, cette absence de franchise de la part du Mali, c'est ça qui a contribué à détruire notre pays pendant des dizaines d'années, parce qu'on était dans l'hypocrisie. Mais là aussi, il ne fallait pas se battre, apparemment. Il ne fallait rien dire, il fallait continuer à faire semblant. Ben moi, je dis non. Un État comme le nôtre est censé être un État qui se remet sur ses pieds de manière sérieuse et de manière respectable. Et je veux vous le dire, hein, à vous qui regardez la vidéo, pour que vous compreniez bien les choses. Les gens, ils ont trop souvent tendance à faire de la caricature au Mali. Les gens veulent tellement se donner des airs de bien-pensants qu'ils finissent par refuser de regarder la réalité en face. C'est ça qui fait le plus mal à ce Mali, à ce pays, et qu'il tue à petit feu. Cette starification sur Facebook là, qui a transformé une grande partie des acteurs qui animent le débat public en vrais chercheurs de likes, quoi. On se croirait à la conquête de l'Ouest. Voilà, on creuse et on cherche des likes, là. Voilà, on se croirait d'Amanda, là, quoi. Bien sûr, je ne parle pas de tout le monde, hein. Je ne parle pas de tout le monde, je le répète. Mais celui qui se sentira visé, bah, c'est son affaire. Mais en tout cas, je sais que je parle d'une grande partie et je sais que vous qui regardez cette vidéo, vous partagez mon avis, même si certains n'osent pas le dire. Maintenant, revenons à ce contexte-là dont je parle et qui est mis de côté pour se donner des airs de bien-pensants là. Ce contexte, Mali-Algérie, c'était quoi? C'était que de 2012 jusqu'à 2020 et même bien avant, y compris à l'époque où on était engagé dans tous ces accords façon là, Tamanrasset, Ouaga, Alger et tout le reste. Bah à l'époque, personne ne respectait vraiment le Mali et vous le savez, tout le monde le sait. Personne ne nous prenait au sérieux. À chaque fois, on nous appelait même le ventre mou. Ça, c'est la Mauritanie qui disait ça du Mali. Et à chaque fois qu'on essayait de jouer les durs, bah, on nous remettait immédiatement à notre place. Pour ceux qui s'en souviennent, on l'a vu même avec Ibeka, lorsqu'il avait essayé de tenir tête à Hervé Latsous. Vous savez, celui qui était à l'époque le responsable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ouais. Immédiatement après les déclarations d'Ibeka, on nous avait remis à notre place, violemment même. Et c'était cette logique qui allait se poursuivre si la transition elle n'avait pas fait comme elle a fait. On voulait, encore une fois de plus, tenir le Mali par la main, lui indiquer la voie à suivre, lui dire, quoi ne pas dire, et surtout comment se tenir. En clair, on nous demandait, une fois de plus, d'avaler des couleuvres en permanence. Mais dans ce cas précis, on avait bel et bien besoin de remettre les pendules à l'heure. Trop, c'est trop. Et c'est ça ma conviction. Moi, je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas
membre du cercle rapproché du pouvoir, je ne suis pas au sommet de l'État, je n'ai pas cette chance-là. Et au passage, je le dis à ceux qui le demandent, bah ouais, si on me proposait d'aller participer à la construction de mon pays, bah figurez-vous que j'irais en courant même. Parce que j'ai envie de construire mon pays et moi, j'en ai pas honte de dire ça. Ouais. Mais ma conviction profonde, elle a toujours été qu'il fallait montrer les griffes. Et ça depuis très longtemps face au terrorisme. Ouais. Il fallait et il faut se battre. Même si on est face à une armée régulière, même si on était face à l'armée la plus puissante au monde, il fallait par dignité, voilà, pour l'honneur, pour redonner un peu d'espoir à ce peuple-là. Il fallait montrer qu'on ne pouvait plus nous tester comme ça, comme on le faisait dans le passé. Tape, tape et puis on fuit. Non, non. Il fallait faire savoir clairement ce qu'on n'accepte plus en République du Mali. Et ça, c'est légitime. C'est normal. C'est ça la politique. On ne veut plus voir des gens qui se pavanent dans des palais présidentiels à gauche, à droite et qui traitent notre pays comme s'il ne représentait rien. C'est ce genre de choses que moi, je cherche à combattre et que j'assume. Et j'appelle tout le monde à combattre ce genre de choses avec énergie, en remettant un certain nombre de personnes à leur place dans la sous-région particulièrement. Parce que c'est cette sous-région-là qui, elle aussi, à la suite de l'Algérie, de tous ces pays-là, eh bien, nous prenait pour un petit bébé. Parce qu'on a donné ces terres-là et qu'on s'est laissé traiter comme ça. Et Dieu sait que le fait qu'on est en train de relever la tête aujourd'hui, eh bien, on en a souffert de l'avoir fait. D'ailleurs, une grande partie de tout ce qu'on vit aujourd'hui, vous le savez, c'est la conséquence directe du fait que certains voulaient encore une fois nous mettre au pas, nous parler comme à des enfants et nous dire « ouais, bah, toi là, tais-toi là et suis-nous ». Mais le Mali, il a refusé. Et c'est ça la réalité. C'est ce que moi, j'ai toujours défendu et c'est ce que je continue à défendre aujourd'hui. Donc, quand je vois des gens nous raconter des histoires à dormir debout et venir encore nous donner des leçons de morale à 2 balles, vous m'excusez, bah oui, bah ça me chauffe la tête. Parce que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, moi, je vais vous le dire, c'est un Mali qui est enfin en train de se faire respecter par son voisin algérien. Et c'est à la bonne heure. C'est un Mali qui a vécu le 25 avril où tout le monde pensait que c'en était fini du régime. Il y a certains qui disaient même que, ouais, bon, même si ce n'est pas le 25 avril, bon, vous savez, je leur donne 1 ou 2 mois et c'en est terminé de cette histoire-là. Ouais. Mais après ça, eh ben, le Mali détenait toujours les espions qu'il a arrêtés, il neutralisait jour et nuit des terroristes, continuait à mener des opérations. La machine de l'État, elle a poursuivi son chemin. On a mis un certain nombre de choses en place qui ont montré que le Mali, il n'allait pas tomber comme ça. Et moi, je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun s'est résolu à parler au Mali. Et moi, je vous le dis, je n'ai pas envie que ce régime il tombe comme ça. Je n'ai pas non plus envie qu'il soit humilié. Et je le répète, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, je ne suis pas dans le régime, je ne suis pas au pouvoir, je ne suis rien du tout dans ce système, mais en tant que simple citoyen, je n'ai pas envie de les voir s'effondrer. J'ai envie qu'ils réussissent. Ouais. Pas parce que j'y gagne quelque chose. Dieu sait la réalité de ma situation. Moi, je ne roule pas sur l'or, contrairement à ce qu'on peut penser à cause des caméras, des jolies images et tout ce qui va avec, là. Mais j'en ai marre, tout simplement, de regarder des Maliens dévaloriser en permanence leur propre pays et piétiner en permanence sa dignité. Voir des étrangers parier tous les jours sur la chute du Mali. Et la réalité, il faut qu'on le comprenne, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on ne traite plus le Mali comme avant. Alors oui, bien sûr, on fait de la réelle politique en allant à Alger, ça c'est clair, ça c'est net, et ça c'est sans ambiguïté, il n'y a pas de débat dessus. Oui, on fait de la réelle politique. Et moi j'estime que depuis le début de la transition, c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est mon avis personnel. Et c'est précisément ce qu'on demande à tous les États dans le monde de faire. Pendant longtemps, on n'a jamais réussi à faire de la réelle politique. Et la réelle politique, c'est quoi ? C'est parfois froncer les sourcils, là, tirer en l'air. Et s'il le faut, neutraliser des personnes pour montrer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. C'est ça la réelle politique. Et une fois que ça, c'est compris par tout le monde autour de toi, chez toi et dans toutes tes situations, ok, on peut parler, pas de problème. Voilà. L'Algérie, on ne va pas se mentir, c'est un pays qui possède plus de ressources que nous, en tout cas des ressources qui sont en exploitation. C'est un pays qui a un budget bien supérieur au nôtre. Donc si
on est invité à aller là-bas, bien sûr que c'est nous qui allons nous déplacer pour aller là-bas. Il n'y a aucune honte à ça. Moi, je ne vois pas le problème dedans, quoi. Moi, je soupçonne d'ailleurs que derrière les différentes interventions qui ont permis d'aboutir à ce dégel, il y a certainement eu beaucoup d'interventions de nos frères du Niger. C'est le soupçon que j'ai, mais on en reparlera. Parce que, vous savez, on a beaucoup de projets en commun au sein de l'AES. Hein. Des gens, ils veulent toujours chercher la zizanie ou la petite bête. Mais moi, je suis convaincu que chacun de ces 3 pays a compris qu'on avait un destin qui était très lié. Et notre objectif, ça c'est mon avis personnel, il ne doit pas être de rester enfermé. Il doit être de se faire respecter, mais de s'ouvrir sur le monde en étant respecté dans nos positions, nos choix, nos ambitions et nos objectifs. C'est ça. Nous, on sait ce qu'on a sous notre sol. On sait notre potentiel, on le connaît. Et il y a plein de projets très structurants qui peuvent être relancés et qui peuvent vraiment remettre le pays sur les rails et le faire avancer. On en a parlé dans un des podcasts que j'animais, dans COD Sans Filtre, les blocs. On a un bloc à lui seul dans lequel on soupçonne qu'il y a plus de 413 milliards de mètres cubes de gaz. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Vous savez, le voisin algérien, par an, combien de mètres cubes il sort pour le vendre? À peu près environ 10 milliards de mètres cubes, d'après ce que j'ai compris. 10 milliards de mètres cubes. Nous, on en a 413 milliards. Ça veut dire qu'on a 40 ans de gaz. Et ça, ce n'est pas le pétrole et ça, ce n'est pas tout le reste. Hein. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, qu'on reprenne en main notre dossier par nous-mêmes et qu'on avance. Et encore une fois, moi, je vous le dis, je suis qu'un simple citoyen. Voilà, il faut que ça se soit clair. Je suis la machine de personne, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'étudie suffisamment mon pays pour savoir qu'on peut réussir à changer la donne si on nous laisse faire et si on nous respecte un peu. Je vous invite à aller regarder le podcast. Et à ceux qui pensent que ce n'est que nous que ça arrange et tout ça, vous n'avez rien compris. L'Algérie, elle aussi, elle a tout intérêt à discuter avec nous. Hein. Vous croyez que le projet d'exploitation du gaz et du pétrole qui démarre au Niger tout récemment, les projets de pipeline qui a un moment, on parlait d'un pipeline qui va jusqu'au Bénin, on parlait d'un pipeline qui pourrait aller en Algérie et tout ça. Vous pensez que toutes ces perspectives-là, ça ne concerne pas le Mali? Vous pensez sérieusement que ça ne nous concerne pas? Tout le monde le sait, bien sûr, sauf certains Maliens, et que dans le sous-sol malien également, il existe probablement autant, sinon plus même, de gaz et de pétrole que nos voisins. Et les pipelines, mais pensez vraiment qu'Alger ne voudrait pas envisager sur la longue durée ce qui va se passer au Mali et comment ça va être exploité, qui ne voudrait pas que s'il y a des pipelines, que ça passe par le Mali aussi. Et maintenant que tout le monde a compris que Assimi Goïta et son pouvoir ne tomberont pas comme ça, je crois que tout le monde a compris qu'il vaut mieux nous parler avec respect et considération. Voilà, moi c'est ça que je pense. D'autant plus qu'à un moment, le Mali et le Maroc se rapprochaient au point où on a même reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ce n'était pas fait au hasard. Hein. Si vous regardez de ce côté-là aussi, du côté du Sahara occidental, vous verrez qu'il y a un important projet de pipeline là-bas. Donc, si vous pensez vraiment, franchement et sincèrement, que le Mali va simplement en Algérie pour supplier ou pour courber la tête, si vous pensez que les discussions elles vont porter uniquement sur l'imam Diko ou sur les groupes armés de terrorisme, je pense que vous vous trompez. Non. À mon avis, on va aussi parler business. C'est également de ça qu'on va parler, hein, même si tout ne sera pas rendu public, parce que vous pouvez être sûr que ce genre de choses, on ne va pas en parler très vite. Hein. Ça ne va pas être officiel comme ça. Hein. Il faut donc qu'on arrête au bout d'un moment de rabaisser le débat à un niveau qui est aussi pathétique, quoi. Un niveau, comme on dit, qui est un niveau de caniveau, un niveau minable. Je suis désolé de le dire comme ça, hein. Et je sais que ça va blesser certaines personnes, mais c'est la réalité. Le niveau du débat, des fois, il est parfois minable au Mali. Et moi, je le dis franchement, et je le répète, il faut des armes et il faut le respect. Après ça, tout le reste peut être négociable, tout le reste peut être discutable. Parce que, sauf ceux qui ne l'ont pas compris, tout le monde sait que les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Et pour que vous compreniez ça, vous qui regardez la vidéo, il
faut qu'on donne des exemples au public de manière générale pour leur éviter de tomber dans le piège des gens qui ont la caricature facile ou quoi. Combien de fois Kim Jong-un et Donald Trump, ils se sont insultés? Combien de fois? Durant combien d'années? Ça n'a pas empêché Donald Trump, qui a un pays bien plus puissant que la Corée du Nord, d'aller jusqu'en Corée pour rencontrer Kim Jong-un et faire ce qui a rarement été fait par des présidents américains, c'est-à-dire franchir le parallèle qui conduit en Corée du Nord, poser un pied en Corée du Nord. Ouais. Les Iraniens et les Américains, combien de fois ils se sont insultés? Nous-mêmes, sur ma page, combien de débats et d'articles, d'analyses on a partagé sur la tension qu'il y a au Moyen-Orient. Là-bas, ils se sont mutuellement menacés, ils ont tenu des propos d'une violence incroyable, ils ont assassiné des responsables politiques, ils se sont tués des militaires mutuellement. En gros, ils ont tué toutes sortes de personnes. Et ben, ça ne les empêche pas de se rencontrer à Genève. Et ça, c'est régulièrement. Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse complexer par rapport à la fermeté du pays et à la dureté de notre position sur certains sujets. Voilà comment moi je vois les choses. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien de mal dans ce qui est en train de se produire actuellement. Les Algériens, eux, ils savent très bien que nous, on est conscients de notre géographie, c'est-à-dire qu'on est leurs voisins. Et nous aussi, on sait qu'eux, ils sont conscients que leur géographie, c'est le Mali aussi. Donc, on va devoir travailler ensemble. Mais on ne peut pas travailler dans des conditions où tous ceux qui nous entourent nous considèrent comme des farfelus qu'il faut tenir par la main. C'est ça qui doit s'arrêter. Et c'est ça que j'appelle à combattre et qu'on est en train de combattre. Regardez même la CEDEAO, au tout début. Elle parlait des Russes comme des vulgaires mercenaires et ceci et cela, comme s'ils étaient, je ne sais pas quel genre de diablotins. Et aujourd'hui, ce n'est pas cette même CEDEAO qui est en train de préparer un mémorandum avec la Russie. Donc voilà quoi. Il faut arrêter d'avoir un regard sélectif et de regarder les événements uniquement de la manière qui nous arrange. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Mali, il est à un tournant décisif. Et la seule chose que je demande à ces autorités de transition, que je demande au président de la transition, c'est de donner une nouvelle impulsion au pouvoir, de donner un nouveau souffle pour que ce souffle-là s'installe dans le pays et redonne un élan supplémentaire au pays. C'est tout ce dont on a besoin. Et à ceux qui regardaient cette vidéo, à vous qui êtes en train de me regarder, certains d'entre vous, vous pourrez m'insulter, vous pourrez crier, vous pourrez vous sentir vexé. Ça, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, il faut que les choses elles soient claires et nettes. On n'est pas en train de négocier avec des terroristes dans ce que je vois. Pas du tout. Il ne faut pas donner cette impression. On est en train de discuter avec un pays qui s'appelle l'Algérie. Le jour où vous nous verrez négocier avec des terroristes, ce jour-là, on en reparlera ici même. Mais discuter avec l'Algérie, pour moi, ce n'est pas un problème. Les Américains, ils n'arrêtent pas d'accuser l'Iran d'être le sponsor du terrorisme. Les Iraniens, ils disent exactement la même chose des Américains. Ça ne les empêche pas de discuter comme on en a parlé. Les Russes, de leur côté, ils n'arrêtent pas de dénoncer le financement de la guerre en Ukraine par les Américains, et de manière très violente des fois. Ça ne les empêche pas de parler avec eux. Les Américains, les Français, les Chinois, je ne sais pas qui vous voulez, les Turcs, les Israéliens, tout le monde, ils accusent régulièrement plusieurs autres pays de financer le terrorisme et la violence dans le monde. Et pourtant, ils discutent avec ces mêmes pays. Donc arrêtez de faire croire aux Maliens qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, comme on le pense, au moment où on le pense, et d'aller ensuite tranquillement discuter avec les gens quand ça nous arrange. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Et quant à cette histoire de négociation avec les terroristes, il y en a qui ne lâcheront jamais l'affaire. On marche sur la tête ou quoi? D'abord, de un, vous pensez vraiment qu'on va négocier publiquement si ça doit se faire? Ensuite, moi je vous le dis, attendez le jour où ça se produira réellement et vous verrez ce que j'aurai à dire sur le sujet. Mais comme au Mali, on est vraiment toujours dans la recherche de buzz, il y en a déjà qui sont là carrément à prendre des raccourcis et puis à comparer un échange de prisonniers à une négociation. Franchement, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Comparer un échange de prisonniers à une négociation, quoi. Franchement, pour noyer le débat. En tout cas, pour ce qui est de notre pays, moi je vous le dis, et de la nécessité qu'on a de faire preuve de fermeté,
afin qu'on se fasse respecter dans notre environnement, sur ce sujet-là, moi, je pense qu'il doit y avoir aucun quartier. On en souffrira, on aura mal, hein. Et Dieu sait, comme je vous l'ai dit, que moi aussi, de mon côté, il ne faut pas croire, hein, moi aussi, j'en souffre de mon côté, hein. Mais personnellement, je vous le dis, c'est toujours mieux que de rester dans la situation dans laquelle on était auparavant, quoi. Cette situation de pays faible et bizarre, là, dans laquelle on était. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Vraiment, abonnez-vous et aidez-moi à faire vivre cette chaîne, voilà, YouTube surtout. Je vous invite à aller sur les liens qui seront en description pour vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura plein de contenu. On va aller beaucoup plus loin. Je compte sur vous, hein, pour qu'on porte cette parole du Sahel, aussi bien dans le Sahel que dans l'Afrique et dans le reste du monde. Les liens, je vous le répète, ils sont dans la description et je vous invite également à partager cette vidéo, qu'elle vous ait plu ou pas. C'est histoire d'ouvrir un peu le débat. Et enfin, dites-moi en commentaire, vous qui avez l'habitude de suivre les différentes vidéos qui sont publiées, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Moi, je sais pas, mais moi, je trouve qu'il est un peu plus fluide, un peu plus voilà, tranquille. Donc, il est un peu plus sans filtre, on va dire. En tout cas, je vous dis merci et à la prochaine. Allez, bye bye.